Bonjour à toutes et à tous. Alors, après l'enseignement élémentaire, auquel nous a introduit le papyrus Brouillan I, eh bien, il est temps de découvrir le niveau intermédiaire, celui de la grammatiquée, de l'enseignement de la grammaire, dont le protagoniste était le grammatikos, professeur de grammaire. Alors, c'est un niveau particulièrement important car il marque pour la grande majorité des élèves qui ont pu poursuivre leurs études après les cours élémentaires, le couronnement et la fin de leur scolarité. Alors, j'ai choisi pour l'illustrer un dossier sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention lors de mes cours sur les bibliothèques. C'est celui de Dioscore d'Aphroditê. Alors, si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'il vient combler 3 lacunes de notre documentation. Le maître du papyrus Brouillan, vous vous en souvenez, est un anonyme. Et le peu que nous en savons, nous le devinons grâce à quelques indices qui se cachent dans le texte, peut-être un esprit traditionnel, vu les choix de mots et de textes qu'il a effectués, certainement un chrétien, étant donné l'invocation initiale et les croix en début de chaque page, quelqu'un qui n'a pas une maîtrise impeccable du grec, eu égard aux fautes qu'il commet, et qui pourrait être originaire du Fayoum, étant donné les fautes de lambdacisme qu'il commet. Alors tout cela, c'est un peu mince. Et encore, n'est-ce pas si mal par rapport à beaucoup d'autres papyrus scolaires qui ne livrent souvent aucune information. Les livres d'enseignants ou les cahiers de leurs élèves ne nous donnent des maîtres qu'une idée évanescente, presque insaisissable. Seulement 2 d'entre eux sont nommés dans les papyrus scolaires d'après la grande spécialiste de cette documentation, Raffaele Cribiore. Le premier est Flavius Colutos, fils d'Isaac, dont le nom se rencontre sur une tablette d'Antinoopolis. Vous voyez qu'après avoir calligraphié une sentence de Ménan destinée à être recopiée par l'élève, eh bien, le maître aurait ajouté son nom. Mais est-ce vraiment le cas? Non seulement on ne connaît pas de grammatistes portant le gentilis Flavius, qui est un marqueur de haut statut social par opposition à Aurelius, mais aussi il faut remarquer que tous les autres noms trouvés sur des tablettes sont ceux des élèves eux-mêmes. On a vu l'importance qu'il y avait pour un élève de savoir très vite orthographier et écrire son nom. Alors, dans la mesure où le gentilis Flavius pouvait être héréditaire, eh bien, rien n'empêche, a priori, que notre Colutos ait pu porter le nom de son père, ait pu porter ce gentilis si son père était décédé, donc il pourrait s'agir tout simplement de l'élève. Le second exemple est d'époque beaucoup plus ancienne, mais pose lui aussi de gros problèmes. Apollonios, fils de Glaucias, un des reclus du Sérapéum de Memphis, a recopié des textes d'Euripide, la Médée, d'Échille et peut-être de Ménandre, qui l'a fait suivre de la mention Ariston philosophos mathemata. Alors, Raffaele Cribiore comprend les leçons d'Ariston le philosophe et elle pense qu'il peut s'agir soit d'un professeur qui a donné des cours réguliers au Sérapéum, soit d'une personne qui l'aurait aidé occasionnellement. D'autres y ont vu cependant le philosophe dont il pourrait être question dans le morceau de comédie qui précède immédiatement et dans lequel quelqu'un raconte le bouleversement intellectuel qu'il aurait subi en suivant l'enseignement d'une certaine personne. Ça peut arriver. Eh bien, qu'en penser? En tout cas, la syntaxe de la séquence
est un peu étrange. On attendrait plutôt Aristonos philosophou mathemata, c'est-à-dire leçon au pluriel, ou enseignement au pluriel du philosophe Ariston. Et donc cette syntaxe un peu bancale doit au minimum, disons, nous inciter à la prudence. Bref, nous ne savons rien des enseignants dont on a retrouvé les papiers ou ceux de leurs élèves. À peine plus diserts sont les documents non scolaires qui évoquent des enseignants avec parfois quelques détails sur eux. Plus loquaces en revanche sont les sources littéraires qui nous ont livré de très beaux portraits d'enseignants, mais qui nous font rarement rentrer dans le concret de leurs cours, excepté pour le niveau supérieur. Bref, quand nous avons des exercices scolaires, nous ne savons rien sur les maîtres qui en sont à l'origine, et quand nous sommes renseignés sur les maîtres, eh bien, nous n'avons pas les cours qu'ils ont dispensés. Or, le dossier que je vous présente aujourd'hui et la semaine prochaine, eh bien, échappe à cette espèce de malédiction. Son protagoniste, Dioscore d'Aphroditê, est une des figures les plus célèbres de la papyrologie. On a retrouvé en 1905 une jarre contenant ses papiers et ses livres qui constitue aujourd'hui le plus volumineux ensemble papyrologique de l'Égypte byzantine, environ 700 papyrus, auxquels il faut ajouter presque 200 textes inédits sur lesquels je travaille avec une équipe et dont j'aurai l'occasion de vous parler, j'espère, une de ces prochaines années. Alors tous ces textes ont été édités depuis 1905 et continuent à être publiés, et ils permettent de dessiner avec beaucoup de précision le profil de son protagoniste, Dioscore, et son histoire. Alors, il est né, je vous le rappelle, vers 520, dans un gros village de Moyenne-Égypte du nom d'Aphroditê. Vous voyez où ça se situe. Voilà une image du village Pumishkao actuel. Et Dioscore était encore actif jusque dans les années 570. Alors, il est issu d'une famille copte, parmi les plus influentes de son village. Il a partagé la première partie de son existence entre ses affaires de propriétaire foncier et celles de son village en tant que protocomète. Le mot signifie le premier du village. Mais son existence de notable gentleman farmer fut secouée par deux moments difficiles qu'il me faut peut-être vous rappeler pour que vous compreniez mieux dans quel contexte Dioscore a vécu et produit une partie des papyrus découverts dans la jarre dont je vais vous parler. Alors, à la suite du détournement, semble-t-il, crapuleux des impôts de la totalité de son village, eh bien, le fisc lui réclame une seconde perception, et en tant que chef du village, eh bien, Dioscore est considéré comme personnellement responsable. Alors, cette affaire l'a conduit jusqu'à Constantinople, où il a essayé de faire valoir son bon droit par deux fois, en 548 et 551, où il a essayé de réclamer justice auprès de l'empereur. Et la seconde crise, eh bien, elle est due aux exactions d'un pagarque, fonctionnaire du fisc, toujours le fisc, mais vous savez que les impôts sont un sujet souvent abordé dans les papyrus. Eh bien, Ménas donc, a commis des exactions sur les propriétés de Dioscore et sur le village vers 565, sous couvert de percevoir les impôts. Il s'en prit directement à Dioscore et celui-ci quitte alors le village, Aphroditê, et vient s'installer dans la capitale de la province de Thébaïde, Antinoopolis, à l'extrême fin de 565 au début 566. Il y restera jusqu'à la fin 570 au moins, le temps de défendre son cas et d'obtenir justice. Il exercera le métier de notaire pour subvenir à ses besoins avant de revenir dans son village et probablement finir comme moine dans un monastère fondé par son père. Alors la jarre de Dioscore contenait trois types de textes. Tout d'abord des papyrus documentaires qui, lorsqu'ils ne sont pas écrits par Dioscore, concernent ses activités économiques ou administratives ainsi que celles de ses ascendants. Deuxièmement, une partie de sa bibliothèque que je vous ai présentée il y a 2 ans. Et enfin,
un peu plus de 50 compositions dont il est l'auteur, pour la plupart en hexamètres, plus rarement en trimètres, toujours sous la forme de brouillons. Alors, tout cela nous permet de dresser son portrait du point de vue non seulement social et économique, mais aussi du point de vue culturel. Ces papyrus nous présentent en effet Dioscore comme lecteur, mais aussi comme poète, et ils font émerger la figure d'un Dioscore enseignant si, toutefois, on prend la peine de scruter de près les livres de sa bibliothèque et de reconstituer le puzzle des pièces qu'il a composées, dont certaines sont encore inédites. La présence de compositions littéraires autographes signées de Dioscore et de nombreux documents écrits de sa main permet d'ailleurs de combler une autre des lacunes de notre documentation en matière d'enseignement. Les papyrus, malgré l'éclairage concret et les détails qu'ils apportent souvent sur la mise en pratique de l'enseignement, à travers les exercices scolaires, ne nous permettent pas en effet d'évaluer les conséquences moins immédiates qu'a pu avoir tel enseignement sur tel individu. Autrement dit, la façon dont celui-ci l'a mis en pratique tout au long de son existence dans les diverses activités qu'il a pu avoir. Il nous donne rarement le moyen, si ce n'est par des extrapolations, toujours un peu hasardeuses, de faire le lien entre l'enseignement et sa mise en œuvre, notamment dans le domaine de l'écriture. Et je prends le terme écriture au sens large, c'est-à-dire aussi bien la rédaction de textes administratifs, juridiques ou économiques, que de composition d'œuvres littéraires. Or, Dioscore, en même temps qu'il apporte le témoignage, nous verrons, d'une activité d'enseignement, illustre aussi, sinon ce que ses élèves ont fait de cette formation, du moins ce que lui-même a fait de celle qu'il a reçue et qu'il a très certainement essayé de reproduire à son tour comme enseignant. Donc pour la première fois, nous allons pouvoir saisir sur le vif la mise en pratique de la paideia et appréhender en connexion les différentes phases de cette paideia depuis l'école jusqu'à l'âge adulte, depuis l'apprentissage jusqu'à la création autonome en documentant précisément les mécanismes. Dioscore va nous aider aussi à combler une troisième lacune. Il y a en effet un angle mort dans la documentation relative à l'enseignement, celui de l'enseignement privé donné dans un cadre familial ou de proximité. Les enseignants privés, les catégetai, précepteurs, qui donnent cours en parallèle avec l'enseignement dispensé dans les écoles publiques, sont souvent évoqués dans les textes, notamment dans les lettres privées, où il arrive qu'on se plaigne de leur instabilité, eux qui sont toujours prêts à quitter leur emploi à la recherche de situations plus lucratives. Par exemple, je vous donne deux extraits, une lettre où une mère dit à son fils « J'étais peiné d'apprendre par la fille de notre précepteur Diogène qu'il s'est embarqué », il est tout simplement parti ailleurs. Ou un adolescent, par exemple, qui est envoyé à Alexandrie pour faire ses études et qui écrit à son père « Dans ma quête d'un professeur, je découvre que Chérémon, le précepteur, catéguétès, et Didyme, le fils d'Aristoclès, en qui j'avais placé l'espoir du succès, ne sont plus en ville. Eux aussi sont partis. Ils ne sont plus en ville et je ne trouve que des déchets entre les mains desquels la plupart des élèves sont allés droit à la ruine de leur talent. » Cette lettre est un peu excessive peut-être, mais elle est extrêmement intéressante et j'aurai l'occasion d'y revenir dans deux cours. Mais l'enseignement pouvait se faire aussi à la maison, où l'enfant suit les cours d'un précepteur à domicile ou d'un des membres de sa famille. Quintilien, toujours lui, consacre plusieurs pages de son institution oratoire à la question, je le cite, de savoir s'il est plus utile de garder l'enfant chez lui entre les murs de son domicile ou de le confier à des professeurs, pour ainsi dire, publics. Et là, il emploie une expression intéressante, un velut publicatis preceptoribus, c'est-à-dire non pas des enseignants publics, mais des précepteurs dont l'enseignement est ouvert au public.
Quintilien, il entend les arguments de ceux qui privilégient l'enseignement privé à domicile. Voilà. Vous avez un extrait à l'écran, je le cite. Ces personnes semblent se déterminer d'après deux raisons principales. L'une, c'est que, à leur avis, les enfants préservent mieux leur moralité en fuyant la société trouble de gens d'un âge particulièrement enclin au vice. Vous voyez la conception qui se fait de la jeunesse, et qui ont souvent été à l'origine d'actes honteux, plutôt ciel que ce reproche fût erroné. L'autre, c'est que le maître éventuel, quel qu'il soit, pourra, semble-t-il, consacrer son temps à un élève isolé avec plus de libéralité que s'il le partage entre plusieurs. Donc Quintilien cherche ensuite à réfuter ces deux arguments et à montrer les avantages de l'école, lieu notamment où se produit entre les élèves une saine émulation qui ne peut être que profitable. La longueur du chapitre que Quintilien consacre à la comparaison de l'enseignement à domicile avec celui prodigué dans une école témoigne du succès du premier. Celui-ci devait son développement à divers facteurs, évidemment la capacité des parents à pouvoir le financer, s'il est donné par un précepteur, ou le niveau d'instruction des parents s'ils assurent eux-mêmes cet enseignement, mais aussi la nécessité de pallier les déficiences de l'enseignement classique, perturbé, vous l'avez vu, par l'itinérance des maîtres, prêts à interrompre leurs cours pour aller chercher une meilleure rémunération ailleurs. Alors, dispensé derrière les murs du domicile, cet enseignement échappe à l'observateur, ce qui explique qu'il soit si mal documenté par nos sources, à l'exception de discussions théoriques comme celle de Quintilien. L'instruction dispensée par les parents est un cas particulier de l'enseignement privé qui est encore plus insaisissable. Il est d'usage de penser qu'il se limitait à la formation primaire. Or, le dossier que je vais vous présenter non seulement documente l'enseignement privé, mais aussi, selon moi, un enseignement parental à un niveau qui dépasse le stade du grammatistes, mais qui correspond à celui du grammatikos. Dioscore, en effet, est connu par de nombreux documents et aucun ne fait allusion à une activité rémunérée de catéchétès, de précepteur. Donc s'il a enseigné, c'est très vraisemblablement dans un cadre familial ou, disons, amical. Alors encore faut-il démontrer qu'il a exercé une activité d'enseignement de la grammatique. C'est ce que je me propose de faire à partir des papyrus littéraires trouvés dans la jarre. Alors, vous vous souvenez que je vous ai présenté ces textes il y a 2 ans, lorsque j'ai traité de la bibliothèque de Dioscore, en vous laissant entendre qu'il y avait dans ces textes un certain nombre d'indices qui laissaient à penser que ces textes avaient une dimension scolaire, et en vous promettant de développer dans un futur proche cette hypothèse. Eh bien, je tiens aujourd'hui mes promesses. Alors, reprenons ces papyrus, vous m'excuserez certaines redites, et faisons-les parler, en essayant de traquer les indices qui donnent à penser qu'ils résultent d'un enseignement. Alors, je les classerai selon les matières dont ils relèvent. Comme dit Quintilien, l'enseignement du grammatikos se divise avant tout dans l'apprentissage de l'expression, orale et écrite, et dans le commentaire des poètes. Alors on va suivre cet ordre. Donc le grammatikos est avant tout celui qui forme à la grammaire, en tant qu'elle inculque les règles de l'expression orale et écrite, comme le disait à l'instant Quintilien. Celle-ci d'ailleurs passe, précise toujours Quintilien, en premier lieu par la déclinaison des formes nominales et la conjugaison des formes verbales. Or, la jarre de Dioscore a livré plusieurs papyrus grammaticaux, et ces papyrus constituent la preuve, selon moi, la plus éclatante d'un enseignement ayant impliqué Dioscore. Alors, j'ai publié ces textes il y a déjà fort longtemps, en 1999, mais la découverte de nouveaux papyrus à Cambridge complétant la pièce maîtresse de cet ensemble, auquel j'ai raccordé en outre un papyrus de Berlin, m'a conduit à en donner une édition beaucoup plus complète récemment, en 2019. Alors cette pièce maîtresse, quelle est-elle? C'est ce codex dont vous voyez une feuille à l'écran, un codex de fortune,
constitué de feuillets découpés dans un rouleau usagé où Dioscore avait rédigé un document copte daté du 28 octobre 569. Autrement dit, une fois que ce codex était constitué, eh bien, seule une des faces de chaque folio, celle de droite, était vierge et a été utilisée pour copier des conjugaisons complètes de 3 verbes contracts, poio, boeo, poio et boao. Non, excusez-moi. Poieo, crusoe et boao. Alors vous voyez, hein, sur une page, il y a toujours, sur une face, il y a toujours le texte copte qui correspond donc à la première utilisation du papyrus, et sur l'autre page, eh bien, il y a nos verbes contracts. Alors, ce codex a été reconstitué à partir de fragments qui se trouvent dans différents endroits. Hein. Je vous ai parlé de Cambridge, le Corpus Christi College, mais il y a aussi un fragment qui se trouve à Berlin et d'autres qui se trouvent au musée du Caire. Alors, comme chez nos étudiants d'aujourd'hui, et je me permets de mettre une photo de la grammaire avec laquelle j'ai appris le grec, il y a hélas bien longtemps, eh bien, vous voyez les verbes contracts, ou une partie des verbes contracts. Eh bien, comme nos étudiants aujourd'hui, eh bien, les verbes contracts grecs donnaient du fil à retordre aux jeunes, a fortiori si le grec, évidemment, n'était pas leur langue maternelle, comme c'est le cas de la majorité de la population en général, et de la famille de Dioscore en particulier. L'heure radicale se termine en effet par des voyelles alpha, epsilon, omicron, qui déterminent 3 classes de verbes. Ces voyelles, justement, en entrant en contact avec les désinences, créent à certains temps des contractions qui expliquent qu'on les ait appelées, vous voyez le mot grec en haut, périspoména, c'est-à-dire périspomène, ce qui veut dire accentué d'un circonflexe en finale, hein, le circonflexe visualisant la contraction. Et ce sont justement ces contractions qui ont fait tant souffrir les jeunes, voire les moins jeunes, si l'on en croit le nombre très élevé de fautes qui truffent les lettres et autres documents qui ont été retrouvés en Égypte. Celles-ci attestent que les contractions pouvaient être mal faites, ou que l'on a pu confondre les 3 classes de verbes, ou bien traiter comme non-contracts des verbes contracts et comme contracts des verbes non-contracts. Bon. Alors on comprend que les verbes contracts aient donc fait l'objet d'une attention toute particulière de la part du grammaticos, qui pouvait avoir recours à 2 types de matériel pédagogique pour les enseigner à leurs élèves, des traités ou des tables. Alors, les papyrus n'ont livré qu'un seul traité sur les verbes contracts. C'est un seul traité, ou plus exactement, un seul traité plus général dont seul est conservée la partie concernant les verbes contracts. Alors, il s'agit d'un papyrus d'Oxyrhynchos du IIIe siècle qui est copié sur le verso d'un papyrus contenant un document sur le recto, hein, comme nos tables verbales. C'est souvent le cas du matériel scolaire. On réutilise de vieux documents. Il découle de Denis le Thrace, un grand grammairien du IIe siècle avant Jésus-Christ, revu peut-être par un autre grammairien du nom d'Apollonios le Discole, et la partie conservée traite très brièvement des verbes contracts en alpha, en donnant comme exemple gelao et boao, gelao, pardon, oui, et en omicron, en donnant le même exemple que dans notre table verbale, c'est-à-dire crusoe. Alors, vous avez le texte à l'écran. Hein. La deuxième conjugaison de verbe contract se termine au présent de la deuxième et troisième personne par la diphtongue ai, le iota étant écrit mais non prononcé. Ensuite, il donne des exemples. Les éoliens, cependant, le prononcent et disent gelais et boais. Alors, vous voyez qu'ils rentrent dans des considérations dialectales, puisque vous savez que
avant la koiné, le grec a connu un certain nombre de dialectes qui sont notamment utilisés par les poètes. À l'imparfait, à la première personne, elle se termine en on, et à la deuxième et troisième personne en alpha, etc. La troisième conjugaison des verbes contracts se termine au présent de la deuxième et troisième personne par la diphtongue oi. Donc vous voyez qu'il utilise, un certain nombre d'exemples. Il n'est question que des trois premières personnes du présent et de l'imparfait de l'indicatif, puisque ce sont les deux seuls temps de ce mode où se produisent des contractions. Mais en fait, en lisant ce texte, vous voyez que c'est trop peu pour inculquer à un élève les automatismes de conjugaison de ces verbes à tous les modes et à tous les temps. Pour cela, il faut avoir recours à des tables systématiques. C'est le deuxième type de matériel pédagogique utilisé par les grammatikoi, celui-là même qu'on a retrouvé dans la jarre de Dioscor et qui est de loin le plus attesté dans les papyrus. On a effectivement retrouvé 22 tables de conjugaison verbale, dont 15 concernent les verbes contracts. C'est vous dire combien ces verbes provoquaient des problèmes chez les élèves. Notre codex est avec le papyrus Chester Beatty Acquisition 1499, qui est du 5e siècle, le manuel de conjugaison le plus complet livré sur papyrus. Il donne la conjugaison systématique de 3 verbes dont le choix n'a rien d'original, dans l'ordre poieo, je fais, boao, je crie, crusso, je dors. Je dors, du verbe dorer, pas dormir. Les deux derniers ont déjà le statut de modèle chez Denis de Trace que je vous ai cité. Vous avez le passage à l'écran. Tandis que Hérodien, qui est un grammairien du IIe siècle après, utilise le premier comme un des modèles des verbes en éo. Dans les papyrus, ces 3 verbes servent de modèle dès le IIIe, IVe siècle. On notera l'ordre de nos verbes qui ne suit pas l'ordre alphabétique de la voyelle prédésinentielle, comme nous le faisons aujourd'hui dans les grammaires. On met toujours les verbes d'abord en AO, ensuite les verbes en EO, et ensuite les verbes en OO. L'ordre qui est suivi par les Grecs dans ces tables, c'est d'abord EO, ensuite AO, et ensuite OO. C'est l'ordre que suit, là encore, Denis de Trace, dont la techné grammatiquée, l'art grammatical, a servi de modèle pour les grammairiens postérieurs et pour les manuels scolaires. Il a eu un rôle tout à fait déterminant dans le domaine de la grammaire et de l'enseignement de la grammaire. Alors, comment se présenter nos tables ? Je vous ai mis un exemple à gauche. Pour chaque verbe, les conjugaisons sont classées par mode, par voix, par temps et nombre. Alors, pour les modes, on a d'abord l'indicatif, l'infinitif, l'impératif, l'optatif, le subjonctif et le participe. Et à l'intérieur de chaque mode, on a une alternance actif-passif, et à l'intérieur de chaque voix, les temps suivent l'ordre du présent, de l'imparfait, du plus que parfait, de l'aoriste, du futur antérieur. Et enfin, à l'intérieur de chaque temps se succèdent le singulier, le duel et le pluriel, ce qui n'est pas l'ordre que nous suivons aujourd'hui, où nous reléguons toujours le duel à la fin. Alors, la disposition du matériel verbal n'est pas une question indifférente, car il peut y avoir de multiples façons d'ordonner ce matériel qui dépendent de traditions diverses, reflétant à leur tour des conceptions grammaticales différentes. L'ordre suivi par nos tables correspond à celui des canons élémentaires de la déclinaison des verbes, qui est un ouvrage d'un grammairien alexandrin, Théodose, qui développe avec commentaire, vous le voyez, toute la conjugaison du verbe tupto, je frappe. Et ces exemples ont été ensuite ramassés sous la forme d'une table qui est tout à fait semblable à celle de nos papyrus. Et c'est l'ordre qui semble s'être imposé aux dépens de celui préconisé par
Denis de Thrace, si l'on en croit, la grande majorité des autres tables de conjugaison trouvées sur papyrus, majorité qui devient unanimité à partir du IVe siècle. Donc vous voyez, Denis a exercé une importance déterminante une influence déterminante sur la grammaire, mais il n'est pas toujours suivi pour certaines choses. En notable, loin d'être le fait, vous voyez, d'un enseignant en particulier, suivent donc la Vulgate enseignée par les grammaticoi de l'époque, Vulgate qui résulte sur certains points de Denis de Thrace et sur beaucoup d'autres de celle qui a été canonisée par Théodose. Alors un autre indice nous montre la dépendance de que nos tables entretiennent avec les modèles en usage dans l'enseignement. Le texte est présenté tantôt en 3, tantôt en 4 colonnes à la page. Le nombre des colonnes dépend de la longueur des formes verbales, mais aussi des standards de présentation en vigueur pour les manuels de conjugaison des verbes. Notre papyrus présente en effet une coïncidence troublante dans l'alternance de colonnes avec un autre papyrus auquel j'ai fait allusion, qui est le Pechester Beatty, ce qui montre donc qu'il a dû suivre un modèle préexistant qui observait la présentation conventionnelle. Vous voyez ici, là, là vous avez une colonne qui se divise en deux, et vous avez exactement le même phénomène ici. Vous voyez, donc ça c'est le Pechester Beatty. Ici, vous avez une colonne qui se divise ensuite en deux. On a exactement le même phénomène ici, avec le papyrus trouvé dans les archives de Dioscor, qui est ici. Voilà. Donc on a là la preuve que ce codex n'est pas le résultat d'une mise par écrit d'un enseignement oral, mais plutôt qu'il a suivi, il a copié un modèle écrit. D'un autre côté, l'exemplaire contient un certain nombre de fautes, même si elles sont réduites, et que la plupart ont été corrigées par le copiste. Les autres sont soit des erreurs d'inattention, soit des phonétismes touchant les rubriques, mais non les formes verbales. Par exemple, présent, le mot grec présent est toujours orthographié et nestotos avec un oméga à la fin, alors que l'oméga doit être dans l'avant-dernière syllabe et on doit avoir un omicron dans la dernière syllabe. On a aussi un certain nombre de fautes qui s'expliquent par les tendances de la langue parlée ou par le manque d'usage des formes maintenues artificiellement par la tradition des tables verbales. La majorité de ces fautes se concentrent sur le duel. Évidemment, le duel à notre époque n'était plus utilisé. De même, c'est le cas aujourd'hui. Faites écrire un duel à un étudiant de grec, vous verrez le nombre de fautes qu'il fera. Le duel n'est plus appris. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de fautes qui se concentrent sur l'optatif, qui est un mode qui est en récession à l'époque où nous sommes. Alors, ce codex de table verbale, s'il avait été retrouvé seul dans la jarre, n'aurait pas été suffisant pour parler d'un enseignement de la grammaire. Il a très bien pu être utilisé par Dioscor pour lui-même. Mais on l'a retrouvé avec d'autres papyrus du même contenu. Alors, le numéro 2 sur la diapositive, c'est un rouleau complet de 74 cm de long, ayant servi d'abord pour un contrat grec, data probablement de 563, et au verso duquel on a recopié l'indicatif, l'infinitif, l'impératif et l'optatif de Poieo. Vous voyez, grand papyrus, ici. On a retrouvé aussi, c'est le numéro 3, un feuillet très incomplet utilisé sur son recto pour un contrat grec, toujours du matériel de récupération, un contrat de 569-570, et sur son verso pour la conjugaison de Poieo, dont il ne reste plus que l'indicatif et l'infinitif. Et puis, on a 3 feuillets ici, découpés dans le même rouleau, ayant contenu un contrat grec de la main de Dioscor, datable de 566-570, et au verso desquels ont été recopiés des extraits des conjugaisons de Poieo et de Bo. Alors pourquoi la jarre de Dioscor contenait-elle tant de tables verbales qui se recoupent les unes avec les autres et qui font donc double emploi?
on pourrait répondre qu'elles ont été copiées et utilisées à plusieurs périodes par différentes personnes dans des contextes différents. Mais à mon avis, cela n'est pas possible pour plusieurs raisons. Ces thèmes verbales sont copiés au verso de contrats datant des années 560. Elles sont donc contemporaines du séjour de Dioscore, je voulais préciser au tout début, le séjour de Dioscore dans la capitale de Thébaïde, où date peut-être de son retour à Aphroditée, donc après 570-573. C'est pas trop bien. Ces tables s'inscrivent donc dans les dernières années de la carrière de Dioscore et ne peuvent évidemment pas dater de sa propre scolarité, comme on a pu le proposer. Par ailleurs, ces 6 textes sont écrits par seulement 2 personnes différentes. Celle qui a écrit le codex, que je vous ai présenté au tout début, et puis celle qui a écrit sur ce rouleau ou sur des feuilles volantes. Ces 2 personnes sont par ailleurs dépendantes l'une de l'autre, ou toutes les deux d'une troisième, comme on peut en juger par la parfaite identité de contenu. Ce sont toujours les mêmes verbes qui sont conjugués, la parfaite identité aussi de présentation, ainsi que par les erreurs commises sur certains mots des rubriques et qui ne cessent d'être répétées. Je vous en ai cité une avec le mot présent, mais vous avez aussi une erreur systématique sur le mot qui en grec signifie actif, où on a mis un epsilon à la place du eta, ou sur le mot imparfait, où on a introduit, par analogie avec le verbe tato, un deuxième to. La conclusion que l'on peut tirer de cet ensemble est qu'il témoigne de l'apprentissage systématique par au moins 2 personnes de la morphologie des verbes contracts. Ces 2 personnes étaient d'un niveau d'instruction assez avancé, mais celle responsable du codex, du numéro 1, était d'un niveau supérieur à celle qui a écrit les numéros 2 à 6. Enfin, le fait que ces textes sont écrits sur le verso de documents liés à l'activité notariale de Dioscore et qu'ils ont fini dans sa bibliothèque suggère que cet apprentissage s'est déroulé dans le cadre privé de la famille de Dioscore. Il serait tentant de penser que Dioscore, qui à l'époque devait être âgé de 45-50 ans, aurait assuré cet enseignement en supervisant la copie de ces textes. Alors, c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui peut être confortée par d'autres papyrus de l'enseignement, de la bibliothèque de Dioscore. Une autre pièce de cette bibliothèque pourrait être rattachée à ces activités d'enseignement. Il s'agit du glossaire gréco-copte retrouvé aussi dans la jarre. Alors, là encore, il s'agit d'un texte qui a fait l'objet d'un remploi. Dioscore a utilisé le verso d'une plainte, d'une pétition qu'il avait écrite en 567-568 pour compiler ou recopier un glossaire où les mots sont organisés de façon thématique. Alors, vous avez les thèmes à l'écran. Après quelques termes généraux, vous avez les parties du corps, vous avez des adjectifs se rapportant à la cécité. Alors, pourquoi la cécité ? Parce que les problèmes oculaires sont extrêmement importants en Égypte à cause de la chaleur et de la poussière, et c'est des problèmes qu'on rencontre constamment dans les papyrus. La topographie, le monde animal, les fleuves et les poissons, l'agriculture avec les outils, les matériaux, tous les problèmes liés à l'irrigation. D'autres métiers, Dionysos et son culte, et des activités, des adjectifs se rapportant à l'homme, puis ensuite une série de termes qu'on va classer sous la rubrique divers. Alors, on notera que Dioscore a ajouté plus tard une 4e colonne, resserrée entre les colonnes 2 et 3, souhaitant intégrer une partie sur le Nil et sur les poissons, et qu'il a inséré après coup quelques glosses supplémentaires. Vous avez un bel exemple ici, d'ailleurs l'encre est légèrement plus foncée. Ce qui donne l'impression qu'il n'a pas recopié d'une traite un exemplaire préexistant,
mais que, partant certainement de glossaires disponibles ailleurs, eh bien, il y a ajouté sa touche personnelle. Cela impliquerait d'ailleurs certaines incohérences dans ce glossaire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, vous avez un usage fluctuant de l'article copte, et vous avez même carrément certaines erreurs sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Alors, ce glossaire, du fait de son caractère bilingue, les mots grecs sont cités toujours en premier avec une traduction en copte. Ce glossaire, donc du fait de son caractère bilingue, qui en fait un outil d'enseignement pour les coptes, souhaitant étendre leur connaissance du vocabulaire grec, pourrait nous donner l'impression de sortir un peu des programmes d'un enseignement normatif du grammaticos, tel que le documentent les sources littéraires. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société profondément bilingue, dont la majorité est de langue égyptienne, alors que la langue administrative est le grec, ce qui évidemment induit la nécessité de connaître le grec pour les coptes d'un certain niveau socio-économique. J'aurai l'occasion de revenir l'an prochain sur l'enseignement copte et copto-grec, mais évidemment, je ne souhaitais pas aujourd'hui faire l'économie de ce glossaire, qui est une pièce indispensable du puzzle Dioscore enseignant que nous sommes en train de reconstituer. Alors, tout comme les tables de conjugaison, la présence d'un glossaire gréco-copte dans la jarre de Dioscore ne suffit pas à démontrer une activité pédagogique. Dioscore aurait très bien pu se constituer ce glossaire pour lui-même à des fins, par exemple, professionnelles. Or, l'examen des mots glosés interdit cette hypothèse. Une partie du lexique était de celui que Dioscore connaissait très bien, à la fois comme notaire, mais aussi comme poète. Alors, je voudrais vous montrer deux exemples entre 100. L'un pour la prose, l'autre pour la poésie. On trouve à la ligne 269 cette glose, polublepon, entoph on. Alors, polublepon, c'est glosé par idem. Alors évidemment, idem, ça ne donne pas vraiment la solution, mais en fait, il faut regarder ce dont il est question plus haut, et ce dont il est question plus haut, c'est bellé, c'est-à-dire aveugle. J'ai mis 3 lambda, mais en fait, il faut en enlever un. Donc, polublepon égale aveugle. Alors, cet usage, polublepon en grec, ça signifie qu'il voit beaucoup, qu'il voit bien. C'est un peu curieux de le traduire par aveugle. Vous avez là un usage euphémistique de polublepon qui est attesté par Grégoire de Nice, par Jean Chrysostome, par les apophthegmes du Père du désert, et qui se retrouve justement sous le calame de Dioscore dans un document qui, malheureusement, ne porte pas de date, mais qui, à mon avis, est bien antérieur à la rédaction de notre glossaire. Vous en avez, voilà le document en question. Il est question de son oncle, le polublepon Apollos, et ici, il faut comprendre sûrement par aveugle. De même que, autre exemple, vous trouvez dans le glossaire une ligne où on a palamé gidj, la main. Eh bien, palamé est un mot poétique que Dioscore connaissait très bien, puisque des années avant, dans un poème qui date de 551, il l'a utilisé, tends-moi, dans un poème qu'il a adressé à un haut fonctionnaire, tends-moi ta main la plus généreuse. Par ailleurs, la présence de termes prosaïques, et à plus forte raison poétiques, qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans une activité de nature notariale, amène les éditeurs de ce texte, les premiers éditeurs, Harold Pell et Walter Crum, à conclure que la finalité de ce glossaire était, je les cite, « less practical than scientific », donc moins pratique que scientifique. On peut aller plus loin dans la caractérisation de ce glossaire grâce aux lignes 125-130, qui occupent la partie supérieure de la colonne 2 et 3. Il s'agit d'extraits, ou plus exactement de variations, et cette fois-ci en grec, il n'y a pas de traduction copte, très abîmées, à partir des sentences de Secundus, qui est un auteur du IIe siècle. Sentences sur l'homme et l'univers. Alors, ces définitions sont présentées sous la forme de questions-réponses, qui ont connu un immense succès
et qui se traduit par leur prolifique tradition latine. On trouve des versions des sentences de Secundus en syriaque, en arménien, en arabe, en éthiopien. Tout comme les sentences de Ménandre, leur brièveté, leur caractère général et moralisateur les prédestinaient à entrer dans l'enseignement scolaire. Leur structure en questions-réponses étant d'ailleurs typique de ce qu'on appelle les zérotapokriseis, qui sont très pratiqués dans l'enseignement. C'est un enseignement sous la forme de questions-réponses. Si, excepté le glossaire de Dioscore, nous n'avons pas de témoignage papyrologique des sentences de Secundus, il n'en va pas de même de la première partie de l'œuvre, la vie de Secundus, qui fonctionnait avec ses sentences, et qui est attestée par au moins 2 papyrus, dont un de nature sans aucun doute scolaire. Le succès à l'école de cette œuvre est en revanche bien attesté dans d'autres aires culturelles. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Aussi, ces quelques lignes me semblent-elles confirmer la finalité incontestablement scolaire du glossaire de Dioscore, même s'il a pu primairement avoir une fonction qui l'intéressait directement. Alors, comme sa date de rédaction, vous vous souvenez, étant donné le contrat la pétition qui se trouve au recto, sa date de rédaction est postérieure à 567-568, comme cette date de rédaction a dû être proche de celle des tables de conjugaison, eh bien, il pourrait avoir été un autre outil que Dioscore aurait mis à disposition de ses élèves pour développer leur maîtrise du grec. Et pas simplement du grec de la langue parlée, mais aussi du grec littéraire, notamment poétique, étant donné les mots typiques de l'épopée et de la comédie qu'on y relève. On notera d'ailleurs que Dioscore a constitué à plusieurs reprises des paires de mots, l'un prosaïque, l'autre en grec poétique. Vous avez par exemple édaphos, qui est un terme de la prose, et ici dapédone, qui est un terme de la poésie, qui veut dire sol, le mot brebis en grec prosaïque et en grec poétique, et le mot main, on vient de le voir avec Palamé, mais vous avez aussi, juste avant, la forme qui est utilisée dans la langue de tous les jours, Caïr. Le glossaire, toujours du point de vue de la poésie, introduit aussi des noms propres tirés de ou relatifs à la poésie. Par exemple, la glose concernant Maron, Maron, le prêtre thrace, qui, selon Homère, donna du vin à Ulysse, et qui est ici présenté, alors je vous traduis le texte copte, comme le vieillard ivre qui suit Dionysos, qui apporte le vin en Égypte. Vous trouvez aussi une glose concernant Anacréon, le grand poète lyrique grec qui est glosé ici par l'homme ivre qui chante, le poète, façon un peu réductrice, disons, de concevoir Anacréon. Alors, je n'insisterai pas sur cette dimension du lexique qui fera l'objet d'une séance de mon séminaire animée par Antonio Ricciardetto le 30 mars, ici même. Qu'il me suffise de conclure que l'attention portée par Dioscore aux vieux mots poétiques dans la rédaction de son glossaire, non seulement va dans le sens de ce que recommandait Quintilien, qui dit « les mots archaïques n'ont pas seulement pour eux des garants importants, ils apportent au style une certaine majesté qui n'est pas sans charme », mais cette attention portée aux mots poétiques correspond aussi aux tendances contemporaines de l'expression écrite, qui fait de plus en plus place à des poétismes, à des mots poétiques, comme j'aurai l'occasion d'y revenir. En tout cas, elle prélude au second volet du programme de l'enseignement d'un grammatikos, l'étude de la littérature avant tout poétique, qui est la pièce maîtresse de son enseignement, au point d'ailleurs que, comme le précise Quintilien, la traduction canonique de grammatike en latin, c'est literatura, la littérature. Alors, contrairement au premier volet, l'enseignement proprement grammatical, qui s'appuie sur un matériel ad hoc,
l'étude des auteurs pouvait se faire directement sur des exemplaires de leurs œuvres, ce qui rend évidemment cette activité malaisément détectable. Alors, la bibliothèque de Dioscure, vous en souvenez peut-être, contenait 3 codex avec des œuvres de grands littérateurs grecs, tous des poètes, l'un l'Iliade d'Homère, l'autre des comédies de Ménandre, et le troisième des comédies anciennes, contenant entre autres les Dèmes de Police, peut-être à l'origine aussi associées à des comédies du rival de Police, Aristophane, mais perdues. On retrouve là les 2 grands genres poétiques qui constituent la base de l'enseignement de la culture littéraire d'un grec de cette époque, et donc de l'enseignement du grammatikos, genre poétique dont les 2 figures les plus éclatantes sont justement Homère et Ménandre, voire pour la comédie de plus en plus Aristophane. Donc Homère et Ménandre qui formaient l'essentiel des auteurs étudiés à l'école. Quintilien explique rapidement les raisons de ces choix lorsqu'il en vient à parler des lectures que le Grammatikos fait faire à ses élèves. Homère et Virgile, dit-il, car l'âme de l'enfant doit être élevée par la sublimité du poème héroïque, inspiré par la grandeur du sujet et imprégné des plus nobles sentiments, et Ménandre en tant que meilleur représentant de la comédie, genre qui peut apporter, nous dit Quintilien, beaucoup à l'éloquence, puisqu'elle traite de toutes sortes puisque la comédie traite de toutes sortes de caractères et de sentiments. Alors, est-ce un hasard si ces 2 auteurs sont précisément ceux que possédait Dioscure? Et est-ce suffisant pour conclure qu'il s'est constitué sa bibliothèque pour qu'elle le seconde dans son activité d'enseignement? La présence de ces auteurs ne constitue pas en soi un indice suffisant à une époque sujette, je vous l'ai dit au premier cours, sujette à une scolarisation de la culture en vertu de laquelle la culture littéraire a tendance à se rétrécir de plus en plus aux ouvrages étudiés à l'école. Ce n'est pas parce qu'on possède un classique chez soi qu'on l'enseigne. 2 papyrologues ont au contraire proposé que le choix des livres de la bibliothèque de Dioscure avait été partiellement déterminé par sa profession de notaire. Ainsi, s'il avait possédé un exemplaire de Ménandre, c'était pour avoir sous la main une de ses comédies, l'arbitrage, les Epitrépontes, qui aurait pu l'aider dans les médiations que Dioscure a été amené à livrer à plusieurs reprises en tant que notaire. Cette hypothèse me semble tout à fait exagérée et participer d'une vision naïve de la place de la littérature dans le monde socio-économique de l'époque. Alors, je crois que l'hypothèse d'une utilisation scolaire des auteurs que possédait Dioscure dans sa bibliothèque est valide, mais elle nécessite d'être confirmée par des indices plus forts que la simple conjonction de ces 2 auteurs les plus étudiés à l'école. Alors, le premier indice que je suis en mesure d'avancer est la présence dans cette même bibliothèque d'un ouvrage au profil nettement plus pédagogique permettant une étude de ces auteurs. Dioscure ne possédait pas simplement une édition de l'Iliade, il possédait aussi une édition de scoli mineurs, de scolia minora à l'Iliade, les scoli mineurs, qu'on appelle aussi les scoli de Didyme, sont à côté des scolia majora, des scoli majeurs, qui sont plus sophistiqués, sont un ensemble de gloses assez élémentaires, dont le noyau remonte au 5e siècle avant, et qui ont pour fonction d'éclaircir de nombreuses difficultés linguistiques ou historiques qui rendent les poèmes homériques tout à fait impénétrables pour un grec de quelques siècles après, et à plus forte raison de l'époque impériale ou byzantine. Un extrait du livre de Dioscure vous aidera à mieux comprendre comment il fonctionne. Alors, il s'agit d'un extrait qui est tiré du début du chant 5, vous voyez, début du chant 5, les chants de l'Iliade étaient dénommés par des lettres de l'alphabet. Les scolies sont de nature philologique ou exégétique. Autrement dit, elles traduisent des mots difficiles d'Homère par des mots courants, dans le grec courant, ionien attique, ou plus rarement, elles glosent certaines réalités complexes.
Alors, par exemple, l'expression ici, aster oporino, qui veut dire astre de l'arrière-saison, est glosée par astre qui apparaît à l'arrière-saison, c'est-à-dire à la fin de l'été, le chien, auquel une main postérieure a rajouté 2 synonymes, cunastro et astrocuoni. C'est en effet à cette période que la constellation du chien ou du grand chien est la plus visible, d'où le nom d'ailleurs de canicule donné à l'une de ces étoiles que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sirius. Alors, il s'agit là d'une glose exégétique, par opposition aux gloses qui consistent à donner au mot homérique son équivalent en grec courant. Ici, vous avez estène, qui est le duel du verbe eimi, la troisième personne du pluriel. Eh bien, vous avez sa traduction en utilisant une forme plus simple au pluriel, et puis ici duikos, qui veut dire au duel. Le plus souvent, d'ailleurs, on se contente juste de donner un équivalent sans note grammaticale, sans remarque grammaticale. Alors, les sables d'Égypte nous ont livré de très nombreux papyrus de scolie homérique. Ces papyrus feront l'objet demain à mon séminaire d'une présentation. L'exemplaire de Dioscore est actuellement le plus complet. Alors, ces scolies auraient-elles servi à Dioscore pour une lecture commentée d'Homère? L'hypothèse est d'autant plus vraisemblable que s'ajoute une seconde série d'indices. L'exemplaire de l'Iliade, tout comme celui des scolies, ont fait l'objet d'ajouts ultérieurs et d'annotations. Alors, la première consiste à l'ajout des accents et des esprits presque systématiquement dans le texte, et nous avons vu justement que c'est là une présomption très forte de l'usage scolaire d'un livre, dont la scriptio continua pouvait constituer un obstacle pour les jeunes. On a aussi un exemple dans les scolies, l'ajout par exemple ici d'un accent circonflexe. Alors la seconde série d'interventions marque un autre type de travail qui n'est pas complètement dissociable du premier. Les conditions, vous le savez, les conditions matérielles de la production et de la diffusion des textes dans l'Antiquité obligeaient souvent le lecteur à réaliser lui-même un travail philologique qui ne se limitait pas au simple dépistage des fautes de copie, mais visait aussi à l'amélioration critique du texte. Notre exemplaire de l'Iliade témoigne lui aussi de ce travail. La presque totalité des lapsus calami ont été corrigés, à l'exception des fautes d'accent et de phonétisme bénin. Une variante jugée à juste titre fautive a été remplacée par une autre, et un vers athétisé, selon une tradition qui remonte à Aristarque, a été rétabli dans la marge supérieure. Vous voyez ce vers qui a été rétabli par une autre main ici avec un signe de renvoi dans la marge. Alors, quant au codex de Scolie, bien, la majorité des interventions ultérieures a eu pour finalité de compléter les scolies par des glosses supplémentaires ajoutées dans les marges par au moins 3 mois. Vous le voyez. Alors, c'est malheureusement un codex extrêmement mal conservé, l'encre a été très effacée, mais par contre, les ajouts, eux, sont dans une encre différente qui se voit très bien. Donc, ces ajouts, qui sont pour une part puisés dans d'autres sources glossographiques ou exégétiques, montrent la façon dont ces recueils de scolies se sont constitués au fil de leur tradition, avec donc différentes strates qui sont venues s'empiler les unes sur les autres. Un ajout marginal se distingue des autres par son contenu et nous aide peut-être à mieux définir le type d'activité dont le codex de Scolie a fait l'objet. En marge, on le voit bien ici, en marge du lemme, ici, aolopidi, qui a un terme dont le sens est un peu difficile, mais qui est composé du mot grec aolos, la douille de lance, eh bien, a fait l'objet, donc ce lemme a fait l'objet d'une sorte de petit lexique autour du thème de la lance,
qui a été ajoutée. Donc vous avez aolos, la douille de lance, sauroter, qui veut dire la pointe en fer qui se trouve au bas de la lance, sterax, en fait, qui est une faute pour sturax, qui est un synonyme prosaïque du précédent, et puis mélier, qui signifie lance en bois de chêne. Vous voyez, cette petite liste sans l'école, hein, et la faute commise sur le troisième mot, la faute d'orthographe, confirme qu'elle n'est pas le fait d'un très grand philologue. On relèvera par ailleurs un phénomène intéressant en ce qui concerne une possible utilisation scolaire de ces ouvrages. Ces interventions ultérieures se localisent principalement dans certains secteurs du texte. Hein, dans l'Iliade, elles sont beaucoup plus nombreuses dans le chant 10 et 11. Dans les Scolies, elles s'intensifient dans le chant 5. Alors, il aurait été intéressant de croiser les informations livrées par le codex de l'Iliade et par celui des Scolies pour déterminer si ce sont les mêmes chants qui ont fait l'objet d'interventions et ainsi de confirmer que l'un a été lu à l'aide de l'autre. Mais malheureusement, leur état de conservation ne permet pas de le dire, puisque le texte de l'Iliade, qui relève donc une étude serrée des chants 10 et 11, qui sont en lacune dans le livre des Scolies, et inversement, le chant 5, pour lequel le livre des Scolies témoigne d'une plus intense activité philologique, eh bien, n'est pas représenté dans les fragments de l'Iliade. Bon. Toujours est-il que nos deux codex, conjointement, témoignent du fait que le texte d'Homère a fait l'objet d'études sectorielles qui pourraient correspondre à des commentaires de passages choisis dans le cadre d'un enseignement d'Homère. Alors, je voudrais ajouter une pièce qui passe souvent inaperçue et qui confirme l'usage scolaire que Dioscore a pu faire des œuvres littéraires préexistantes. Il a recopié sur un papyrus une épigramme de l'anthologie grecque consacrée aux jeux panhelléniques. Vous voyez, il y a dans la Grèce 4 jeux, tous 4 sacrés, l'un en l'honneur de mortels et 2 en l'honneur d'immortels, ceux de Zeus et du fils de Léto, de Palémon, d'Archémoros. Les prix en sont l'olivier sauvage, les pommes, l'âche et le pin. Et alors là, ce n'est pas un vers, mais ça a été rajouté, ce sont les Jeux olympiques, pythiques, ismiques et néméens. Ce poème, qui fait, voyez, la liste des 4 jeux sacrés en le rattachant aux divinités qui les patronnent, est typique des productions poétiques de nature scolaire, hein, dont je vous ai parlé au premier cours, et qui ont connu un grand succès sous le Haut et Bas Empire. Notre pièce a d'ailleurs été traduite par Ozone. Vous avez ici le texte d'Ozone, hein, dont une partie de la production poétique a été conçue pour l'enseignement. Vous voyez que par rapport à l'anthologie grecque, qui s'arrête ici, eh bien, vous avez la réponse, hein, qui a été donnée, hein, ajoutée par Dioscore à la devinette, hein, que constitue le poème, ce qui renforce le caractère scolaire de cette copie. Alors voilà pour la partie littéraire et philologique de l'enseignement que Dioscore me semble avoir dispensée, mais comme nous le verrons la semaine prochaine, eh bien, d'autres pièces à conviction viennent s'ajouter à celles que je vous ai présentées aujourd'hui, touchant d'autres matières que le grammaticos se devait de traiter avec ses élèves. Elles viendront, je l'espère, achever de vous convaincre de mon hypothèse de départ. En tout cas, elles compléteront le portrait d'un grammaticos de la fin de l'Antiquité. Je vous remercie.